Bonjour Nicolas. Bonjour Estelle. Merci d'accepter cette interview avec moi pour parler d'entrepreneuriat, de business, de vision, d'accompagnement, de feu sacré. Avant de commencer, est-ce que Nicolas, tu peux dire déjà ce que tu fais, qui tu es? Ok, donc Nicolas Gétin, moi je suis un passionné obsessionnel ça commence mal, hein. Obsessionnel. Ouais, on va parler vrai, du potentiel de l'humain. Ouais. Donc j'ai commencé par le sport professionnel, donc j'ai été 15 ans entraîneur d'équipe professionnelle de basket. Et puis pour des raisons extra-métier, c'est-à-dire pas des raisons liées forcément au travail, Ouais. j'ai fait une reconversion de coach et donc aujourd'hui j'ai une entreprise de coaching à Nantes. Et donc je suis coach depuis 15 ans. Mhm. Je considère que l'être humain, comme il a énormément de potentiel, il y a un vrai bénéfice à connaître le mode d'emploi de l'humain le plus vite possible. Euh, c'est comme un appareil électroménager. En fait, plus vite on va avoir le mode d'emploi, plus vite on peut fonctionner et développer notre énorme potentiel, Mhm. plutôt que d'avoir le mode d'emploi 1 an ou 2 ans avant la mort. Ok. Ouais, Et ouais. donc, voilà, donc j'accompagne les gens en fait à se créer une vie sur mesure. Mhm. Et du coup, à force de m'intéresser à comment on matérialise notre potentiel, et bien, du coup, je baigne aussi dans le milieu des startups. Et donc, je suis aussi investisseur startup depuis décembre 2019. Ok. Voilà, c'est récent, mais Ok. j'adore. Mhm. Ta structure s'appelle, ton entreprise s'appelle comment? Oui à la réalité, l'anti-méthode. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Alors, parce que je trouve que l'expérience nous apprend beaucoup plus que la science et que les neurosciences. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, c'est-à-dire que l'expérience du présent, l'expérience de notre regard sur le présent, de notre regard sur le potentiel, elle est beaucoup plus apprenante, elle est beaucoup plus intuitive, elle est beaucoup plus chargée en énergie haute, chargée dans le sens positif. Et donc, le oui à la réalité, c'est aussi le fait de pas se mentir, de choisir de pas se mentir. Et donc, du coup, pour moi, ça, c'est les leviers les plus efficaces, les plus jouissifs et les plus pertinents, en fait, de la croissance personnelle. Hmm. Donc, voilà, la réalité est toujours riche. C'est notre capacité à la regarder qui va faire que du coup on en tire les bénéfices et qu'on construit une vie sur mesure. Donc c'est pour ça que j'ai pas choisi un titre du style performe plus ou optimise action ou je sais pas quoi ou voilà. Donc c'est oui à la réalité, donc avec un côté radical sur le fait que la réalité, si on a un peu transformé notre insécurité intérieure, en fait, elle va nous apprendre à chaque seconde et que du coup, on peut apprendre des choses à chaque seconde. Donc c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise oui à la réalité. Et l'antiméthode, c'était un peu provoque. C'était parce que, justement, on a créé un monde qui est très mental. Et du coup, c'est bien parce que ça nous permet de construire des choses, d'avoir des modes d'emploi et d'éviter que la voiture aille toujours dans le fossé. Donc, c'est bien qu'il y ait une structure. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais en fait, l'antiméthode, c'est justement qu'un regard, j'ai envie de dire laser, un regard direct sur la profondeur de la réalité. Moi, je préfère vivre avec ça. C'est plus jouissif, plus efficace. Et que du coup, sur un regard pour la réalité, il y a un peu de méthode, mais c'est quand même plus une antiméthode qu'une méthode. Hmm. Ok. Quand tu as commencé, tu étais coach en solo, Mm, en tant qu'indépendant, mm, donc il y a 15 ans, c'est ça. mm, Comment c'était par rapport à aujourd'hui? Où là, aujourd'hui, tu as une équipe, donc tu mm, as une mm, entreprise, tu as une mm, équipe, mm, tu as des salariés mm, aussi, des indépendants qui travaillent avec toi. mm, Est-ce que tu peux nous parler de cette époque-là? En plus, il y a 15 ans, peut-être mm, le coaching en France, en plus, n'était mm, pas mm, vraiment mm, connu. mm. Comment tu analyses ça, là, Ouais. ces deux périodes? Eh ben, je préfère largement ma vie maintenant qu'avant.
En fait, dans l'entrepreneuriat, ouais, en France et en Europe, on est quand même plutôt mauvais. Il y a une courbe d'apprentissage d'entrepreneurs, donc à savoir que c'est vrai que le principal levier, c'est le porteur du projet. Donc c'est la manière dont on prend les décisions difficiles, la manière dont on sait écouter les feedbacks des gens plutôt que d'avoir peur des feedbacks des clients ou des prospects. Donc en fait, il y a une courbe d'apprentissage, j'ai envie de dire. Alors, pour moi, il y a 5 domaines au départ. Il y a d'abord, il faut être un peu connu. Faut que les gens sachent que tu existes. Donc il y a le marketing. Une fois que des gens sachent que tu existes ou savent que tu existes, il faut du commercial, c'est-à-dire qu'il faut apprendre des compétences liées à la vente. Et ça, c'est très contre-intuitif. Le marketing aussi, mais la vente est très contre-intuitive. Une fois qu'on a vendu, il faut délivrer. Bon, ça en général, c'est pour ça qu'on a choisi d'être entrepreneur, c'est qu'on veut consacrer plus de temps à nourrir ses talents, à les faire grandir plutôt que d'obéir sans arrêt des visions extérieures. Donc, il faut délivrer. Pour que ça tienne dans la durée, il faut un peu de compta, un peu d'administratif, etc. Donc la partie noire. Et la 5e partie qui en fait influence les 4 autres, c'est moi, mon énergie, mon leadership. C'est-à-dire que entreprendre, je le savais pas au départ, je l'ai découvert au fur et à mesure. C'est un acte d'énergie. C'est-à-dire que la priorité des priorités, c'est l'intensité. C'est-à-dire l'intensité dans la communication, l'intensité dans la clarté. En fait, on est dans un monde qui est surchargé d'informations et ça ne va pas changer demain. Et donc du coup, il faut exister là-dedans. Internet a changé radicalement les habitudes de connaissance des gens et les habitudes d'achat. C'est-à-dire qu'avant, les gens n'étaient pas informés. Donc moi, je voyais bien au début, pour mes offres d'entrepreneur à partir de 2008, j'ai débuté en 2004. En gros, j'envoyais un mail avec une présentation très classique. J'avais 50% d'un stage de rempli. Là, aujourd'hui, à moins d'avoir construit une audience chaude, c'est juste impossible. Donc, donc il faut vraiment de l'intensité au début. Et donc, il y a cette courbe d'apprentissage qui comprend les 5 domaines. Et en fait, ça, on n'est pas du tout formé à ça. Et donc, une des conséquences, c'est que il y a plein de choses qu'on ignore sur ces 5 domaines. Et pour autant, il faut muscler la capacité à prendre des décisions difficiles, ce qu'on appelle en information incomplète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, dans les 2 premières années, globalement, je ne connais pas les vrais besoins de ma cible. Et des fois, on n'est pas du tout sur la bonne cible. Donc, on ne connaît pas notre cible, on ne connaît pas ses besoins, on ne connaît pas le juste prix de nos offres, on n'a pas de prédictibilité sur le réachat. Donc, tout ça, en fait, voilà, on a besoin de compétences complémentaires à nos compétences d'experts. Donc, déjà, il faut une expertise. Je vois qu'il y en a qui se lancent coach, etc., ou consultants, etc., mais qui n'ont pas vraiment poussé une vraie expertise qui génère des résultats chez les clients. Donc, il y a déjà ce premier point. Donc là, c'est autour de la livraison. Mais après, la courbe d'apprentissage, elle porte sur, comme je disais, le marketing, la vente, même notre énergie au quotidien pour vraiment prendre des décisions sans avoir la totalité de l'information. Donc, je ne connais pas complètement ma cible, je ne connais pas quel est le budget qu'elle peut allouer à mes prestations, et pour autant, il faut décider. Pour autant, il faut que je propose. Pour autant, il va falloir que je propose des offres qui ne sont pas parfaites et que je vais devoir les retoquer, faire en sorte qu'elles correspondent mieux à mon marché. Donc voilà, donc en gros, une des pépites que j'aurais aimé avoir bien avant et que j'ai pas eu avant 10 ans d'entrepreneuriat, c'est pour ça que je dis qu'on est quand même très mauvais, c'est que personne ne construit le bon produit ou la bonne offre du premier coup. C'est-à-dire tes coachs, tes consultants ou tu vends des produits. Personne ne réussit ou ne crée son ordinateur, le top ordinateur. Enfin, il n'y a qu'à regarder juste le premier ordinateur de Apple. C'est un truc en bois, un truc avec... enfin voilà, ça ressemblait à rien. Voilà. Mais ils ont débuté, ils ont vendu et derrière ils ont su investir pour enclencher. Facebook ne ressemblait pas du tout à ce qu'on connaît. Donc voilà. Donc à partir du moment où du coup ça c'est une vérité, c'est personne ne fait et c'est même un problème en fait.
Si tu fais ton offre dès le début où tu es au top, qu'est-ce que tu vas offrir derrière? Donc, donc personne ne constitue Mm. son produit de rêve du premier coup, personne ne crée sa prestation du premier coup. Donc c'est pour ça qu'il faut passer dans l'intensité, il faut passer dans l'action massive et du coup être capable de faire face aux critiques, aux retours négatifs des prospects, des clients, voilà. Et ça aussi, c'est un apprentissage. Ouais, c'est ça, c'est un vrai Faut apprentissage. recevoir, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, au début, on veut éviter beaucoup Mm. les non, on veut éviter beaucoup les retours négatifs. C'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs, ils passent un temps pas possible, tu vois, 6 mois, un an à préparer leur offre, à préparer leurs produits, etc. Alors que la priorité, c'est la mise en marché le plus vite possible et le fait d'avoir des retours qui vont me permettre de construire. Mais évidemment, si j'ai moi mon énergie, mon leadership, où il y a trop peu de confiance, où il y a trop de peur, où ma culture d'entrepreneur est trop faible, bah, du coup, en fait, les retours, je vais les prendre de manière très personnelle. Et je vais me sentir pas au niveau, etc., etc. Alors qu'en fait, il faut continuer de passer à l'action, continuer de transformer, donc continuer à créer, à se réinventer en permanence. Et tout ça, ça nécessite de la force. Et donc, pareil, en tant qu'entrepreneur au début, et même pourtant si j'étais coach, bah, dans les écoles que j'avais fait, en fait, on n'était pas sensibilisé, voire même éduqué au fait d'être accompagné en tant qu'entrepreneur. Donc ça, par Mm. exemple, c'est dans les grosses différences, au-delà du fait qu'avant j'étais tout seul, donc maintenant on est 5 salariés à temps complet et on a autant de sous-traitants. Comment C'est le fait que ça y est, je me suis perdu dans mon enthousiasme. Oui, c'est le fait d'être accompagné, Mm. c'est-à-dire que la conséquence que beaucoup de choses sont contre-intuitives, c'est qu'on peut pas les deviner. Exemple, quand on est en vente, bah, on sait tous faire arnaquer sur des sujets, sur des produits, etc. Et ce qui est par exemple contre-intuitif, c'est comment je vais dire ça, c'est d'être capable d'aider l'autre pour les accompagnants en tous les cas à clarifier son fossé de douleur, c'est-à-dire en fait bah, qu'est-ce que la personne gagne si elle achetait, mais qu'est-ce que la personne perdrait si elle n'achète pas la prestation. Et donc c'est en fonction de, bah voilà, si j'ai une offre qui est un peu une commodité, bah, du coup, voilà, je peux pas vendre ça vraiment cher. Si j'ai une offre qui est plus chère, bah, il faut vraiment cibler, c'est quoi que la personne veut en termes de valeur. Il faut être capable de creuser profondément. Et en fait, on n'est pas là juste à vendre une prestation, ça doit être tourné vers des besoins clients qu'on met pas toujours du temps, qu'on ne trouve pas toujours du premier coup et sur lesquels en général les écoles d'accompagnants, de psy, de coach, même de formation n'ont pas vraiment d'éducation là-dessus. Mm. Donc pour moi en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que j'avais pas cette conscience qu'il faut être accompagné puisque beaucoup de choses sont contre-intuitives, donc ça veut dire que tu peux pas les inventer par toi-même. Donc ça veut dire qu'il y a une part d'enseignement, une part de consulting qui est importante. Et c'est pourtant un coach qui dit ça voilà, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est oui à la réalité, mais il y a des choses en entrepreneuriat qui sont contre-intuitives. Si t'es pas coaché, si t'es pas en formation régulièrement, tu peux pas inventer ces choses-là. Et donc du coup, tu vas perdre beaucoup de temps à essayer de faire les choses avec ton style, etc. Alors qu'il y a plein de process, il y a plein de choses techniques sur Internet qui peuvent te faire gagner du temps. Donc là maintenant, comment voilà, nous on dépense bah ouais, des centaines de milliers d'euros en accompagnement, clairement. Mm. Mm. Pourquoi le coaching? Pourquoi tu es devenu coach? Alors je cherchais un pont entre mon métier d'entraîneur professionnel et un métier qui me procurerait du plaisir et de l'épanouissement après la carrière. Donc je me suis dit, ok, pendant 15 ans, en fait, je me lève, ok, comment je fais pour que mes joueurs individuellement soient meilleurs que la veille et comment je fais en sorte que le collectif des joueurs que j'ai voilà, soit meilleur, utilise mieux son potentiel, soit plus régulier dans ses performances. Donc avec cette expérience-là, comment je me crée un quotidien sur mesure. Donc, je me suis je me suis formé pas mal au début, toujours sur l'humain.
Et donc, j'ai trouvé, alors il y a 15 ans, le coaching était peu développé, le business coaching n'existait pas. Mais au fur et à mesure, au bout de 2 3 ans, j'ai commencé à trouver une coach qui faisait un peu ça, au moins en présentiel. Et donc, le coaching, ça répondait à mon désir d'honorer le potentiel de l'humain, de faire les choses avec une ambition autour de beaucoup du respect de l'humain. Autant, j'ai envie de dire, sa partie puissante autour de l'action que sa partie intuitive et sa partie sensibilité. Et donc, le coaching, de par la finesse qu'il peut amener, la transformation qu'il peut amener et la montée en énergie qu'il peut amener, ça m'a intéressé. J'ai mis des années à le découvrir et à raffiner tout ça. Mais je dirais que voilà, ça répondait à mon vrai désir d'honorer le potentiel de l'humain et de le faire avec énormément d'amour. Hmm. Justement, ça ressemble à quoi d'être coaché avec toi, par toi? Ouais, alors ça, ce serait mes clients et mes clientes qui seraient le mieux placés. Alors en général, comme sur les réseaux sociaux, je suis plus intéressé par en fait être moi que de séduire. Donc je développe pas une image au premier abord qui se veut sympa. Je cherche pas à être sympa. Je cherche pas à être convivial. Je cherche pas à dégueuler de gratitude et voilà. Donc en fait, moi j'aime travailler avec les gens qui ont choisi de parler vrai. Et donc du coup, c'est-à-dire que moi je leur parle vrai et que eux me parlent vrai aussi. Donc comment j'ai quand même pas mal de collaborations long terme. Donc des gens en fait qui ont choisi de faire de leur croissance personnelle leur levier principal de croissance professionnelle. Donc c'est de mieux connaître ses talents, mieux connaître sa sensibilité ou son hypersensibilité pour certains, euh, travailler sur des choses créatives et des offres créatives et un marketing authentique et créatif à partir de ces matériaux-là et apprendre à se créer une vie sur mesure, donc un rythme de vie et des ressources financières sur mesure. Donc ça dépend des personnes. Mais voilà, en général, moi j'aime les relations long terme. Donc voilà, il y a pas mal de clients. J'ai un taux de réachat qui est important parce qu'en en fait, voilà, j'ai réussi la gageure que quand les gens investissent chez nous, en fait, ils récupèrent plus que ce qu'ils investissent. Donc, du coup, au même titre que d'autres types d'investissements, du coup, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Et du coup, tout l'enjeu pour nous, c'est d'être vu comme un investissement gagnant, un investissement soit en épanouissement, soit, comme je dis toujours, en fait, on veut s'adresser aux gens qui ne veulent pas choisir entre le développement de leur potentiel et leur niveau d'épanouissement. Donc ça veut dire s'occuper de son potentiel de mise en action et d'actualiser ses compétences en permanence, donc son savoir-faire, mais aussi le fait de se sentir épanoui et nourri par son job. Parce que moi, en fait, si j'ai pas les deux, je me sens vide. C'est-à-dire, si je réussis, mais que je me sens pas épanoui, je suis une espèce de machine de productivité, un peu comme peut-être certains artistes, tu vois, qui ont fait un super show devant 50 000 personnes et qui après, le soir dans leur hôtel, se retrouvent pas heureux du tout avec eux et que ça se répète de concert en concert. Donc, une réussite professionnelle sans épanouissement m'intéresse pas du tout. Mais par contre, j'ai essayé aussi l'épanouissement sans me sentir full engagé dans mon boulot, ça me convient pas non plus. C'est-à-dire de me sentir bien un peu avec soi-disant toutes les dimensions de la vie, mais en laissant l'action de côté, en laissant la valeur que j'amène au monde de côté, ou en tous les cas un petit peu, ça me convient pas. Donc effectivement, j'attire les gens qui veulent pas choisir entre leur niveau de développement de potentiel, donc d'action, et leur niveau d'épanouissement. Donc le coaching, ça répond à tout ça. Je suis très heureux de faire ça depuis 15 ans, et avec mon équipe aussi que je salue au passage. Euh, Moi, je t'ai connu via Facebook. Alors, je ne sais pas par quel moyen c'est arrivé. Et par du coup, le groupe, le nom du groupe, qui parlait, il y avait la notion de feu sacré. Enfin, il s'appelait Feu Sacré d'ailleurs, le groupe, Ouais, simplement. ouais. Est-ce que tu peux. Donc, c'est quelque chose, c'est une notion dont tu parles beaucoup et sur laquelle tu travailles et tu fais travailler les gens. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi en fait le feu sacré pour toi et en quoi ça a un intérêt pour nous? Ouais, ouais, ouais. Alors, en fait, déjà, si on part de la base, quand tu ouvres plein de bouquins
d'entrepreneuriat où il s'agit voilà, de créer une vie sur mesure, le premier chapitre souvent, on va te dire, ah bah en fait, il faut avoir la passion, il faut avoir la flamme, il faut avoir le feu sacré, il faut avoir l'étincelle. Et puis entreprendre, c'est un acte d'énergie, c'est l'intensité qui compte, etc. Et après, en fait, bah, on te laisse avec ça. C'est-à-dire, on te dit, il faut ça. C'est le critère sans lequel, voilà, si t'as pas la flamme, etc., bah, ton marketing va refléter en fait ton manque d'intensité, ton manque de foi dans toi et ton projet, etc. Bon, bref. Et donc, donc moi, à la base, c'est comme je suis un passionné de l'humain, je sais pas si ça se dit, mais je suis un fouineur, donc je fouine à droite et à gauche. J'ai un talent pour repérer les gens qui sont assez alignés par rapport à leur expertise. Et donc en fait, bah, voilà, que ce soit en business ou que ce soit dans le champ de la croissance personnelle, en fait, j'arrive à bien décoder en fait dans ce qui sort de la bouche d'une personne si ça correspond à sa réalité ou si ce qu'elle dit en fait c'est pas vraiment son langage à elle. Donc bah forcément j'ai côtoyé et sélectionné des gens bons avec lesquels j'ai travaillé et c'est vraiment hors frontières donc c'est vraiment voilà Belgique, Canada, Inde, peu importe. Et donc, j'ai découvert en fait Feu Sacré par rapport au fait que, bah, ok, en fait, on a une dynamique consciente, mais il y a beaucoup de gens qui bourrinent autour de ça. Et moi, je voyais en fait toujours s'agiter autour de toujours plus, toujours l'action. Si tu réussis pas, tu vois, un peu culpabilisant, mais c'est ta faute, t'as qu'à te bouger, etc. Bon, il y a des trucs où c'est pas faux, mais en fait, je trouvais qu'il manquait un truc là-dedans. Et puis de l'autre côté, bah, en fait, des choses subtiles qui concernent l'humain aussi, mais du coup, il n'y avait pas d'action. Et en fait, en creusant, en fouinant, j'ai découvert que, c'est une réalité qu'en fait, que notre niveau d'épanouissement dépend de notre niveau d'énergie, que notre niveau de réussite professionnelle dépend de notre niveau d'énergie. Donc en fait, que ce soit en épanouissement ou que ce soit en termes d'action, en fait, notre niveau d'énergie détermine notre niveau de résultat. Donc la question devient, ok, où est-ce que je prends un stock d'énergie? Bon, après, tu le sais aussi bien que moi qu'il y a des tonnes de procrastination, je suis passé par là aussi à 30 ans, de burn-out, etc. Donc en fait, le feu sacré, tu vois, il y a plusieurs manières, mais en gros, c'est cette énergie complètement dingue et complètement en fait puissante qui permet après de donner du sens à nos projets, qui va porter en fait tous les projets. Donc ça sera pas le sujet de cette vidéo, mais globalement, le feu sacré, c'est tellement puissant, ça a le pouvoir en fait de transformer beaucoup de nos schémas inconscients, beaucoup de nos mécanismes d'ego, beaucoup de nos mécanismes de survie, et donc du coup de transformer cette énergie stagnante en puissance de vie. Et donc du coup, bah, il n'y a plus qu'à utiliser derrière. Et donc en fait, en fouinant, je me suis aperçu, ça c'est la grille en fait de tous les potentiels humains avec tous les chakras. Et en fait, donc beaucoup de gens, comme ils savent pas ils n'ont pas le mode d'emploi, donc ils ne savent pas comment faire avec l'intensité, bah, soit des culpabilités inconscientes, soit tu vois, des trucs d'enfance qui n'ont pas été digérés, des colères, de rage, de tout un tas de choses. Donc en fait, comme on ne sait pas faire avec l'intensité du vivant, bah, on a été habitué à aller chercher en méditation, dans le monde des concepts, tu vois. Donc en tous les cas, beaucoup de choses autour de un peu de chercher une forme de vérité. Jusqu'au jour où j'ai compris que, en fait, un homme ou une femme qui va bien, c'est un homme ou une femme qui est dans un équilibre entre la jouissance d'être qui il est et la vérité de qui il est. Donc, si on cherche, comme moi avant, des trucs toujours vrais qui fonctionnent, etc., au détriment de kiffer sa vie, ben, en fait, à un moment, ça se dessèche, pardon. Donc, du coup, on a une vie au départ qui a un peu d'intérêt, puis après, on va banaliser plein de choses, et après, on va mettre un peu, lisser un peu tout, qui fait qu'il y a une vie sans intensité, sans goût, etc., et sans transformer nos talents. Donc, à un moment, ça ne nous convient pas, même si on fait 20 ans de méditation, en fait, ça change rien. Même si on fait 20 ans de respiration ou de yoga, ça change rien. Donc, je dis pas que le yoga et la méditation sont inutiles, je dis que, comme le reste, ça peut être utilisé comme des sources de perchage. Donc, en fait, s'il y a une recherche égotique unique de vérité au détriment de la jouissance, ça marche pas. Et après, il y a d'autres gens justement qui se foutent d'être vrai ou de la vérité, qui s'occupent de plaisir, et du coup, il n'y a pas de sens. Donc en fait, un être humain qui va bien, c'est à la fois quelqu'un qui kiffe sa vie et du coup qui assume ça, et qui en même temps est dans la vérité de qui il est.
Et donc, ce que j'ai découvert, c'est que ce côté jouissance d'être soi, ce côté puissance d'énergie, en fait, bah, c'est le premier chakra. Et qu'en fait, il y a un ordre naturel des choses, c'est-à-dire que bah, là, j'ai un bras droit qui est à droite, un bras gauche, un œil droit qui est à droite, donc il y a un ordre naturel des choses. Et en fait, ce qu'il y a à comprendre, c'est que les chakras supérieurs, comme une maison, dépendent du chakra inférieur. Et donc, le feu sacré, pour être très clair, c'est une énergie dingue entre animalité et affirmation de soi qui fait que en fait ça va influencer tous les autres systèmes mais naturellement. Si je prends un exemple très clair, le chakra 2 qui est ok, je suis sorti un peu de mes problèmes de survie, etc. Donc je m'occupe de ma créativité, je m'occupe d'assumer mes désirs. Alors donc désir de sexualité et désir de travail, etc. Et en fait moi à un moment, il y a 10 ans, en fait j'avais fait un stage de sexualité tantrique, donc de chakra 2. Et en fait bah, pendant 15 jours j'ai vu plus d'imagination, plus de créativité et tout, et c'était top. Et au bout de 15 jours j'ai rien compris à ce qui se passe, ça s'est arrêté et du coup j'ai jamais retrouvé depuis. En fait, après, j'ai l'explication, c'est que si on travaille sur l'intuition sans travailler le bas et l'animalité, ben, en fait, ça fonctionne pas. Et donc, en fait, le feu sacré, c'est cette énergie extrêmement puissante qui est en fait notre base. C'est-à-dire, si on prend l'exemple d'une maison, si tu prends le meilleur architecte qui te fait une belle maison, que ce soit en bois, en pierre, etc., mais que tu la mets sur un terrain qui est inondable, eh bien, t'as intérêt à prier que t'aies pas une tempête dans le coin. Parce que ta maison super belle sur un terrain. Et en fait, l'humain, c'est ça. Donc, le feu sacré, pour les gens qui connaissent pas, vous avez vraiment intérêt parce que c'est ça qui va révolutionner votre relation à la matière. Donc, là, comme je disais, la relation à votre épanouissement, à votre niveau d'argent et à votre niveau d'action. Donc, en fait, c'est notre fonctionnement de base qui est très inconnu. Pourquoi? Parce que pour rebrancher son feu sacré, il faut être capable, pas tout seul, hein, il faut être capable d'avoir transformé ces peurs paniques, ces mécanismes archaïques, qui fait que, donc les mécanismes archaïques en quelques mots, c'est ce qui répond un peu à trois besoins. Un, c'est le besoin de se sentir en sécurité. Deux, c'est le besoin de se sentir en confort. Et trois, c'est le besoin de se sentir accepté et un peu aimé. Le truc, c'est que c'est pas du tout des besoins inutiles. Donc je préfère être en sécurité, je préfère être un minimum en confort et je préfère être accepté un minimum. Sauf que si tu regardes bien, bah, en tant qu'humain, si tu as beaucoup de sécurité mais que tu n'as pas de kiff, en fait tu vas être dans du vide. Pareil pour du confort et pareil si tu es beaucoup accepté mais que tu te fais chier en fait dans ta vie professionnelle, bah, tu vas te sentir aussi pas épanoui. Donc en fait il faut être capable d'aller voir au-delà de ses besoins de survie. Et donc feu sacré, ça va être d'aller au-delà, donc de prendre l'énergie qui est stagnante ici et du coup de pouvoir la réactualiser. Donc feu sacré en fait, c'est dans tout le monde, donc c'est ta nature, c'est la mienne, mais c'est juste que comme il y a très peu de gens qui ont le courage de rencontrer et de transformer leur peur panique, leurs mécanismes archaïques et ce qu'on appelle aussi les psychoses collectives qu'on traîne inconsciemment, en fait il y a très peu de gens qui sont branchés. Donc ça nous donne en fait une humanité qui est en addiction à l'énergie basse et qui se contente de l'énergie basse parce qu'elle ne sait pas comment faire autrement. C'est pour ça que je te parlais du mode d'emploi et qu'il vaut mieux l'avoir jeune ou en tous les cas à un moment dans sa vie. Moi je ne l'ai pas eu jeune. Même si je suis très jeune de 50 ans, mais plus tu l'as jeune, mieux c'est. Donc feu sacré, c'est cette énergie incroyable. Et la dernière chose que je précisais pas avant, pour être totalement sincère avec les gens avec lesquels sera le premier contact, c'est qu'en fait, comme toute chose extrêmement puissante, ça peut être dangereux. Il y a vraiment une dangerosité de feu sacré, c'est-à-dire que des gens qui ont, dans l'histoire de l'humanité, qui sentaient qu'il y avait ce potentiel de vie et tout, qui avaient envie de dédier leur vie à ça, en fait, ils avaient bien compris qu'ils ne pouvaient pas toucher cette puissance transformatrice en restant en société. Donc il y a beaucoup de gens, tu vois, qui soit dans des temples, peu importe la religion, dans des grottes, etc. Qui se sont isolés parce que du coup, effectivement, comme il faut être capable de rencontrer ces peurs paniques, de transformer notre violence qui traîne à l'intérieur, etc. C'est extrêmement facile de dire non, moi je médite depuis 20 ans, j'ai pas de violence, etc. Ouais, ok. On peut tellement du coup ne plus la sentir, mais du coup il y a en tous les cas un potentiel de puissance qui est à disposition.
Et donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que, comment, feu sacré, bah, c'est comme toute chose puissante dans l'univers, bah, ça nécessite, voilà, de la conscience, parce que bah, c'est comme un beau, comment on dit, un couteau. Mm. Achète un couteau super bien, tu fais en cadeau, etc. Bah, tu fais des super plats pendant des décennies pour les gens que t'aimes, ou alors bah, tu tues quelqu'un, ou tu crochettes un œil, ou voilà. Donc le couteau et la puissance du couteau Mm. n'est pas en jeu, c'est l'utilisation qu'on en fait. Donc Mm. voilà. Donc c'est Comme, pour ça que mm. voilà. Comme les réseaux sociaux. Un Ouais, petit bah massage au passage. ouais, Massage. ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Ah bah oui, Ouais, j'entends tellement de choses sur ce sujet-là. ouais. C'est pas les réseaux sociaux qui sont mauvais en soi. Ouais, c'est ça. Bon, comment tu... Alors là, il y a un truc qui me vient entre, justement, tu disais tout à l'heure aussi, je suis passionnée de pédagogie. Et c'est vrai que, bon bah, on le voit là. Et pédagogie, feu sacré, coaching. Il y a un mouvement là comme ça. Alors, je sais pas, il y a peut-être autre chose que tu rajouterais, mais moi je vois ce mouvement-là, le fait de vraiment transmettre et d'expliquer enfin, les découvertes que toi tu as fait, avec quelque chose au centre, avec cette notion de feu sacré, l'énergie vitale, et puis le coaching. Et donc j'aimerais bien que tu me parles de ça, de ce triptyque là, comment tu fais toi ce mouvement-là, bah, pour que du coup après aller avoir des résultats auprès de tes clients. Ouais, ok. Alors, plusieurs choses par rapport à ça. Déjà, je vais dire une chose pour les gens qui me découvrent là. Effectivement, enfin, euh, mon premier talent, en fait, n'est pas de savoir expliquer les choses. Là, je trouve qu'aujourd'hui, pour être tout à fait sincère, je m'exprime de manière plutôt fluide dans un rôle en fait d'enseignant, c'est-à-dire je délivre de l'information, ce qui n'est pas du tout le métier de coach. Donc là, je suis plus avec une énergie de délivrer vers l'extérieur, sachant que mon métier, c'est pas ça. Le métier de coaching, c'est beaucoup d'écoute, énormément d'écoute, encore de l'écoute à différents niveaux. C'est de savoir questionner, donc on est toujours dans une forme d'écoute, savoir donner du feedback, savoir transformer l'énergie et savoir inviter à des prises de conscience. Euh, donc pour moi, la pédagogie, elle est plus sur la réceptivité et après comment je retransmets que sur un rôle purement d'enseignant. C'est-à-dire que dans les trucs qui m'agacent énormément, c'est que en fait, bah, il y a des gens qui sont super doués dans leur rôle d'enseignant et qui du coup, tu as l'impression que c'est des super coachs, alors qu'en fait, non, c'est des super orateurs et que les compétences d'un orateur ne sont pas les compétences d'un coach. Donc moi, j'insiste beaucoup pour les gens qui veulent rejoindre mon équipe sur, ok, mais en fait, les compétences et la pédagogie du métier de coach, c'est un métier pour aider l'autre à se transformer, pas selon comment nous on veut qu'il se transforme, mais selon ses désirs à lui. Et comment alors et donc il y a une grosse différence entre avoir une pédagogie pour délivrer de l'information, et c'est un métier qui a tout autant sa place que le mien, mais c'est un métier différent. Donc là, bah, je suis content parce qu'aujourd'hui, tu vois, je m'exprime assez facilement. Peut-être que tu as bien ciblé les sujets ou que ça passe bien entre nous, je ne sais pas. Peu importe, mais en tous les cas, c'est plus fluide pour moi que d'habitude. Et je n'ai pas d'explication à ça, mais ma pédagogie et mes efforts au quotidien pour répondre à ta question ne sont pas centrés sur mon talent d'orateur, qui est un métier qui est beaucoup plus tourné vers l'extérieur. Et donc après, sur la pédagogie, en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a le premier, c'est que déjà, j'ai eu la chance plus ou moins de rencontrer des gens, parce qu'après j'ai fait le choix de les suivre et de les payer, mais qui étaient très attachés autant en sophrologie qu'en coaching, etc., sur la qualité de la pédagogie. Donc en fait, la qualité de la pédagogie, elle est centrée autour de ce qu'on appelle de l'émergence, c'est-à-dire que l'être humain est un être profondément en mouvement dans son potentiel, dans son mode de fonctionnement naturel. Donc c'est normal qu'il évolue, qu'il grandit, et donc le coaching, il est au service de ça. Et donc la pédagogie et ma croissance en tant que coach, c'est aussi ça qui fait le succès de l'entreprise, c'est d'être en fait très à l'écoute, très perceptif des dimensions de la personne qui sont prêtes à bouger, qui sont prêtes à être en vie, qui étaient peut-être un peu stagnantes, beaucoup stagnantes ou très refoulées dans l'inconscient, et d'être capable de faire miroir de ça, de faire bouger ça, de remettre ça en vie.
Pour ça, pour les gens qui ne me connaissent pas, que je m'exprime avec beaucoup d'énergie. Donc, ma pédagogie pour moi, c'est vraiment une pédagogie de coach et d'être capable d'adapter cette pédagogie de coach à du coaching évidemment, mais aussi à de la formation et à un ensemble entre du coaching qui favorise l'émergence du potentiel humain, de la formation pour de l'acquisition de compétences et du consulting pour de l'acquisition de connaissances. Et donc, pour moi, la pédagogie, elle est autour de ces trois axes-là. Et comment j'ai fait le choix d'en faire une. C'est pour ça qu'on a beaucoup avancé et qu'on continue d'avancer. C'est que du coup, il y a une vraie transformation au niveau des gens. Mais voilà, les compétences d'orateur sont différentes des compétences du coach. Et ce qu'il faut vraiment dire, tu faisais la remarque par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'on ne se transforme pas avec de l'information. C'est-à-dire que là, on voit beaucoup de beaux parleurs et de belles parleuses, je ne sais pas si ça se dit sur Internet, tu vois, mais des gens, et il n'y a rien à redire par rapport à ça, qui ont une belle qualité d'élocution et tout, mais quand tu vas derrière en stage, en fait, il ne se passe rien parce que leur talent est un talent d'orateur, donc ça donne envie, ça donne de l'information, et l'information aide à la conscience, ok, mais ça n'aide pas en fait, ou trop peu à la transformation. Le travail d'information et le travail de transformation, c'est deux choses différentes. Et là, ce que les gens, et c'est intéressant tout ce que tu fais en partage d'informations, parce que du coup, ça amène vers ton travail ou vers des gens comme moi, c'est-à-dire à passer de l'information à la transformation. Donc la pédagogie pour moi, elle est autour de comment les informations que je reçois de moi, de mon propre système, et comment je reçois les informations de l'extérieur, comment je fais sans arrêt en sorte de réunir les informations de l'intérieur et les informations de l'extérieur pour me construire une vie sur mesure. Donc c'est vrai que j'ai une grosse exigence pédagogique autour de ça. Mais du coup, pour les gens effectivement qui me découvriront, il y a une grosse différence entre avoir des talents pour être un orateur, et ça a tout à fait sa place et ça a de la valeur, mais c'est pas l'information qui transforme, c'est la transformation. Voilà. Qui sont tes clients, vos clients aujourd'hui là donc il y a les entrepreneurs, mais il n'y a pas que des entrepreneurs, il y a aussi des personnes qui viennent se faire coacher pour justement bouger leur vie et avoir des changements dans leur vie. Est-ce que tu peux nous expliquer justement qui vient, quoi le profil de tes clients, clientes aujourd'hui et peut-être entre les particuliers, les entrepreneurs, qu'est-ce que viennent chercher il y a peut-être d'autres types de profils que toi tu identifies. Moi j'ai vu ces deux-là, mais il y en a peut-être d'autres. Est-ce que tu peux en parler? Donc il y a très clairement des entrepreneurs et des artistes. Ok. Donc ça c'est sûr. Après, vu mon passé, j'ai évidemment des entraîneurs professionnels et des managers d'assez haut niveau en coaching. Donc voilà, en gros, c'est un peu ça les trois types de personnes. Donc c'est des gens pareils qui ne veulent pas choisir entre leur niveau d'épanouissement et leur niveau de développement de potentiel. Donc ça veut dire que autour d'eux, l'humain a une grande place, donc le talent de l'humain a une grande place, le rythme de vie a une grande place, la sensibilité a sa place, l'hypersensibilité a sa place. Donc c'est forcément des gens qui ne se sont pas reconnus, comme moi avant, dans le modèle classique d'enseignement. Donc ça c'est clair et net, c'est des gens sur soit l'école, les grandes écoles ou les modes de coaching classiques ou les modes de consulting business s'y sont pas retrouvés. Et donc c'est clair qu'il y a un élan de vivre avec ses talents et avec sa sensibilité et de se construire une vie sur mesure. Donc ça c'est sûr que c'est très fort chez les gens qui nous rejoignent. Et donc il y a vraiment ce truc de ok, le système classique fonctionne pour certaines personnes et nous, on s'occupe des autres, qui sont quand même très nombreux. Justement, alors, attends, tu parlais tout à l'heure aussi de danger, de dangerosité, enfin, aller contacter aussi cette énergie-là qui est stagnante et qui, quand elle se réveille, peut faire peur aussi à soi-même. Et là, tu parles d'hypersensibilité, et donc j'aimerais bien... cette hypersensibilité que toi tu peux aussi avoir, enfin que tu as, que tu vis, on va dire. Ouais. Comment
tu fais le lien là entre ça, ce sujet-là, et ce feu ce feu sacré, cette vitalité, cette énergie vitale qu'on a en nous. Ok. Donc déjà, en fait, le feu sacré, c'est à l'intérieur de chaque être humain. Donc que tu sois sensible, moyennement sensible ou hypersensible, ça n'a pas à voir avec la choucroute. Euh, Tu peux me reposer la question? Ouais, c'est la notion de Ah oui. sensibilité en fait. Est-ce que ça se, je sais pas, j'ai l'impression que ça se réveille. C'est-à-dire que, bon, moi j'aime pas trop non plus les cases. Est-ce que je suis Mm. hypersensible ou Ouais. pas? Je suis sensible. Ouais. On est tous des êtres sensibles, je Ouais. pense. Oui. Et du coup, est-ce qu'il y a, tu vois, un lien qui fait que tu réveilles cette Mm. énergie vitale et Ok. du coup ta sensibilité, elle s'éveille aussi, quoi. Ah, ça c'est sûr. Alors déjà, le premier truc, c'est qu'on va essayer d'arrêter les erreurs d'aiguillage, parce qu'il y a des gens qui me disent, alors je sais plus comment ils me disent ça, mais ah oui, je ressens beaucoup les choses, ou je suis facilement touché, ou etc. Alors oui, Ouais. si tu es hypersensible, tu es facilement touché, mais il y a une énorme différence entre l'hyper-émotivité, qui est un conditionnement, Mm. c'est-à-dire qu'en fait, j'ai trop d'émotions non vécues à l'intérieur de moi, donc trop de rage, de culpabilité, de peur, d'angoisse, etc. Et je ne sais pas comment faire avec cette intensité, donc je refoule, je refoule, je refoule. Donc ça, c'est de l'hyper-émotivité, ça n'a rien... Donc ça, c'est du... Comment c'est de l'acquis. Donc Mm. c'est une mauvaise information par rapport à notre fonctionnement naturel. Donc c'est une puissance, une intensité, comme je disais, avec laquelle on ne sait pas dealer, on ne sait pas comment faire en fait. Donc Mhm. on refoule. Voilà, c'est comme ça que fait l'humain. Ça s'améliore petit à petit. Mais donc déjà, il y a une différence entre l'hyperémotivité et l'hypersensibilité. Ensuite, l'hypersensibilité, ce serait bien de l'appeler autrement. C'est-à-dire que moi, effectivement, pendant des années, tu vois, si j'allais au supermarché ou dans les foules, tu vois, tout de suite, rien que le fait que d'en parler, malgré que c'est complètement résolu chez moi, Mm. c'était tout de suite, waouh, en Mm. fait, mais c'était quoi le problème? C'est Mm. qu'en fait, il y a une hyper réceptivité, une hyper empathie au monde des vivants et que du coup, en fait, on est submergé d'informations. Donc déjà, ce qu'on peut faire, ce que j'ai vu dans mes vidéos, j'ai fait deux trois vidéos spécifiques sur l'hypersensibilité où on a déclipsé l'hypersensibilité et l'hyperinformation. C'est-à-dire qu'en fait, il vaudrait mieux arrêter d'appeler ça hypersensibilité, mais juste hyper informé sur le monde du vivant. C'est-à-dire que du coup, moi, quand j'allais dans les foules ou dans les machins, effectivement, sans que je demande rien au début, je pouvais sentir les énergies subtiles, c'est-à-dire de la tristesse, de quelqu'un qui va pas bien, de quelqu'un qui, tu vois, contient sa joie, etc., de quelqu'un qui était en galère avec ses pulsions sexuelles, etc. Donc évidemment, des fois, chez plein de fois, chez plein de fois, c'est beau ça. Chez plein de gens, c'était pas conscient, Mm. mais quand tu es hyper réceptif, tu vois, hyper disponible au monde du vivant, tu te prends les informations dans la gueule sans que tu demandes rien. Donc c'est pour ça que plein de gens vont construire une bulle, une carapace, etc. Bon, même ceux qui ne sont pas hypersensibles se construisent un ego très musclé, mais ça c'est autre chose. Mais donc on va chercher à tu vois, respirer devant cet afflux d'informations pour juste un peu vivre sa vie et avoir un peu poser un peu ses désirs. Donc remplacer hypersensibilité par plutôt hyperinformation, et après c'est là où le feu sacré change la donne, c'est-à-dire que du coup de cet état d'hyper réceptivité, en fait on prend des bonnes choses, mais on prend aussi toutes les merdes qu'il y a dans l'univers, et Dieu sait qu'il y a des choses sombres. Et donc, feu sacré change tout, puisque comme je disais tout à l'heure, c'est animalité et affirmation. Et en fait, ce pôle d'affirmation, en fait, contient nos peurs, paniques, etc., qui fait qu'on ne s'affirme pas et qu'on reçoit trop de choses, et que du coup, le fait qu'on va rebrancher notre affirmation naturelle va faire qu'on est plus en capacité de trier, y compris sur le plan subtil, ce qu'on veut recevoir de ce qu'on ne veut pas recevoir, et que du coup c'est complètement différent de se construire une bulle que l'on veut durable. Par exemple, il y a plein de magnétiseurs d'écoles de magnétisme, etc., tu vois, qui disent aux gens, il faut se construire une bulle, mais du coup tu construis un état permanent qui te limite ta réceptivité. Ça n'a aucun sens, arrêtez ça. Donc le seul truc qui peut faire qu'on est à l'aise avec notre hypersensibilité, c'est à nouveau de rebrancher notre feu sacré, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te réaffirmes dans ton système, donc ça se fait pas, il faut être accompagné, ça se fait pas tout seul. Mm. Quand tu te réaffirmes dans ton système,
tu perçois beaucoup plus les choses que tu veux dans ta vie, les choses que tu ne veux pas dans ta vie. Donc, tu es beaucoup plus au volant, en fait, de ta vie. Et c'est ce qui fait que l'hypersensibilité ou l'hyperinformation revient à ce qu'elle est naturellement, c'est-à-dire un hyper cadeau, un hyper beau cadeau. Mais l'hypersensibilité, elle est souvent vécue par les gens comme j'ai en fait cet hyper cadeau comme un gamin à qui on va offrir une super Formule 1 ou une super Porsche à 17 ans, mais il n'a pas le permis. Il n'a pas le permis. Et donc, du coup, s'il monte dans la voiture, il va pouvoir s'amuser un petit peu, mais avec énormément de risques qu'il se foute la gueule dans une autre voiture ou dans un platane. Et donc, du coup, une fois qu'il va avoir le permis, là, il récupère le cadeau de la Porsche à 100%. Donc, l'hypersensibilité, c'est un cadeau, il n'y a pas à en douter, mais il y a à revenir au volant, sans jeu de mots, de cette hypersensibilité qui est une hyperinformation. Et donc, ça passe par se réaffirmer dans son système et pas une affirmation autour de la confiance en soi, une affirmation vraiment à partir de notre puissance naturelle. Donc Feu Sacré, effectivement, fait ça très bien. Et du coup, à partir du moment où cette base, elle est en place, et bien là, du coup, on n'a plus de problème d'hypersensibilité. Et du coup, c'est vécu comme plutôt joyeux. Ok. Bon, je fais une parenthèse, mais pour aller plus loin, je vous mettrai les liens, de toute façon, l'infolettre, tes liens divers et variés sur le Feu Sacré pour que vous puissiez justement approfondir tous ces sujets-là. Et le groupe Facebook qui existe aussi. J'aimerais revenir sur ton entreprise et parler de vision. Et en fait, toi, parce que alors, je pense que c'est toujours d'actualité, le projet d'école, ou que même c'est en train de naître. Ton entreprise aujourd'hui, alors effectivement, tu as une équipe, tu veux l'emmener où? Vous allez où ensemble en fait? Où est-ce que vous allez? Comment tu vois la suite de cette aventure-là de chef d'entreprise solo et maintenant justement dirigeant manager et vous allez où quoi, comme ça? Alors, en fait, moi, ce qui me motive et ce qui motive l'équipe, donc en fait, c'est de sortir les gens de l'addiction à l'énergie basse, c'est-à-dire que on va y aller franco et très, comment on va dire, quand on est prétentieux, je sais pas comment on dit. Bon, bref, on va y aller de manière prétentieuse. On va dire que notre mission, en fait, c'est d'aider la francophonie à se rebrancher à son feu sacré, donc à sortir de l'addiction à l'énergie basse pour avoir plus de gens qui créent leur vie. Donc, en fait, chaque chose qu'on fait, vraiment, chaque offre, chaque page, chaque contenu, chaque réunion, chaque action est tournée au service des gens qui veulent sortir de l'addiction à l'énergie basse. Et du coup, rebrancher leur feu sacré, kiffer leur vie, jouir de qui ils sont, donc se réaffirmer dans son propre système et vraiment construire la vie créative qu'on a envie d'expérimenter au quotidien. Donc ça, c'est notre mission. Donc c'est un challenge permanent, du coup c'est un vrai choix. Et donc nos prestations sont au service de ça. Donc voilà la vision et notre pourquoi en fait on fait ce qu'on fait. Et du coup, l'école, elle vient se greffer. Comment elle se greffe là dans cette mission? Alors tu L'école parles... de coaching, Ouais, pardon. ok. Ouais. Pour l'instant, on est dans la phase d'acquérir notre numéro d'organisme de formation. Parce que moi, j'ai été pendant 8 ans organisme de formation, mais devant la pile de foultitude administrative, j'avais cessé. Donc du coup, il faut qu'on reprenne ça. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas ça, on ne bouge pas. Donc c'est plus que dans les cartons. On a le programme qui est fait, etc. Mais on doit repasser par la case la directe et donc on va faire ça. L'idée, c'est de former des coachs à... Parce que du coup, toi, tu as développé une approche que tu voudrais enseigner. Enfin, l'idée, c'est ça. Alors, en fait, pour l'instant, là où on en est de notre développement, on reste une toute petite entreprise, même si pour le développement personnel, c'est plutôt pas mal. Mais les gens qu'on forme à la méthode Feu Sacré sont pour l'instant les gens de l'équipe. Et l'école, forcément que ça va porter notre couleur, évidemment. Mais à la sortie, le but, c'est que les gens, s'ils veulent travailler avec nous, forcément qu'on va être content parce qu'on a besoin de plus de coachs pour accomplir notre mission, c'est évident.
Mais les gens pourront aussi prendre ça parce qu'en fait, on a vu que ceux qui viennent vers nous sont déjà, en fait, il y a déjà des gens qui fonctionnent, qui font, tu vois, 50 000, 80 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est déjà des gens qui ont des compétences et qui, en fait, veulent effectivement notre finesse pédagogique pour passer un cap dans leurs prestations. Donc, pour l'instant, ouais, je dirais qu'on en est là. Donc, c'est plus une école pour monsieur tout le monde et que du coup, les gens pourront aussi ne pas donner suite à travailler avec nous ou selon notre méthode. Forcément, s'ils viennent la chercher, c'est qu'on peut faire l'hypothèse qu'ils vont l'utiliser, mais c'est pas au service de notre entreprise directement. C'est pas un centre de formation comme bah, au FC Nantes. Ils ont leur centre de formation qui est d'abord dédié pour leur équipe professionnelle. Voilà, le truc contextualisé. Nous, l'école, quand elle va naître, du coup, ça sera une école, enfin, pas comme, mais en tous les cas avec la même intention que d'autres écoles. Ok. Euh, oui, je veux juste une précision parce que tu disais, oui, les gens sont... Votre mission, c'est de faire en sorte que les gens stoppent leur addiction à l'énergie basse. Mais est-ce que tu as des exemples concrets pour essayer d'imager, donner des images, des exemples? Qu'est-ce que ça veut dire en termes peut-être personnels d'être addict à l'énergie basse, mais même qu'est-ce que ça veut dire au niveau macro? Comment ça se répercute là dans ce qu'on peut, enfin voilà, dans la société de manière globale? Ok. Alors, bah, en fait, faut aller un peu dans l'inconscient, mais du coup, il y a plein de peurs autour de, tu vois, la domination, c'est-à-dire la peur de faire mal aux autres, la peur de dominer l'autre. Et du coup, tu vois, par exemple, moi, je sais que pendant un moment, les marketeurs qui me disaient, ah ben si tu veux avancer, faut que tu te mettes en position de dominer ton marché. Moi, je trouvais ça pas du tout sexy, ça m'attirait pas, c'est pas motivant quoi. Enfin, je veux dire, oui que moi j'ai ma vie professionnelle sur mesure, mais pas au détriment des autres, donc dominer, etc. Enfin, tu vois. Donc bah, il y a plein de choses comme ça qui sont dans notre inconscient qui font que du coup ça va se traduire par le fameux et très célèbre syndrome de l'imposteur, tu vois, avec tous les bullshit qu'il y a autour, alors qu'en fait c'est juste des peurs archaïques qui sont en dessous et tu vas pas changer ton syndrome de l'imposteur en faisant des trucs d'affirmation. Bon, bref. Donc ça peut ressembler à ça, il y a de multiples formes, donc c'est aussi des gens comme moi je dis qui souffrent en silence, donc qui s'isolent de plus en plus, bah, des gens qui procrastinent, des gens qui mettent beaucoup d'énergie en fait à essayer de rationaliser le monde, c'est-à-dire à mettre beaucoup de mental, beaucoup de conception A plus B égale C, et du coup, tu vois, si je fais mon business plan et ceci, cela, et du coup, bah, si ça marche pas, je suis complètement démuni. Donc ça ressemble à ça, ça ressemble à des relations familiales où il n'y a pas d'écoute, où du coup, tu vois, là, on voit que le corona, alors sous couvert que ça force les gens à revenir davantage à l'intérieur, bah, du coup, ça explose. Il y a plus de violence, plus de trucs, plus de, voilà, d'incivilité. Donc en fait, c'est toute cette énergie qui est contenue, qui est refoulée. Donc après, on peut aussi, on traîne beaucoup de culpabilité d'être soi, puisqu'on vient d'un monde en fait, comment on dit, misogyne et paternaliste, c'est-à-dire qu'avec l'homme auquel on donne tout le pouvoir et la femme auquel on coupe le pouvoir, hein, ça fait pas si longtemps que c'est aberrant, enfin tu vois que vous avez le droit à un compte bancaire, que vous avez le droit de voter, enfin, c'est des trucs, c'est quand même hallucinant. Quand même appeler un Je suis chat un chat. d'accord. Non mais c'est, tu vois, quand tu te poses un peu, tu te dis mais Oui. c'est pas possible, ça fait juste 40 ans, mais Ouais. oh, Ouais. tu vois, bon bref. Donc tout un tas d'aberrations comme ça, dont en fait on croit que sous couvert qu'on sait construire des immeubles, des fusées, des avions, des beaux bateaux pour aller en croisière, on croit que à l'intérieur on a su, tu vois, avoir l'énergie. Ben non en fait, non, non, non. Donc ça ressemble à ça. Et après, ben il y a peu de gens là ce matin, il y a peu de gens qui sont rebranchés à leur feu sacré. Donc il y a pas mal de critères. Enfin nous on en a on en a ciblé 8 critères en fait sur bah voilà des comment t'es rebranché à ton énergie, ça veut pas dire que t'as donc c'est dire que en fait t'es au volant de ta vie, que tu connais mieux tes vrais désirs,
Voilà, il y a plein d'étapes encore. Voilà, c'est juste que c'est la base qui influence tout le reste. Donc, donc après, quelqu'un qui est branché à son feu sacré, c'est quelqu'un, comme disait Coluche, qui est content d'être content. Je fais de la blague, mais qui est content d'être lui-même. Donc, c'est-à-dire qui est avec ce corps-là, avec cette forme-là, avec cette énergie-là. Il a compris, ok, ça sert à rien de désirer être autre chose, de copier quelqu'un d'autre, voilà. Donc c'est d'assumer sa singularité. On va trouver un rapport à la vie qui est plutôt, effectivement, comme il y a un équilibre entre la jouissance et la vérité, donc un rapport de kiff. Donc ça, tu le sens immédiatement. Les gens qui sont rebranchés à leur feu sacré, c'est des gens qui ont plus de constance dans ce qu'ils font, puisque comme je disais tout à l'heure, les 3 niveaux de faux désir entre la sécurité, du confort et de l'acceptation. Donc ça, c'est des niveaux de désir qui sont nécessaires, mais qui remplissent du vide. Hein, comme je disais, voilà, c'est pas parce que tu as de la sécurité que tu es heureux, c'est pas parce que tu as du confort et plein de thunes que tu te sens pas vide à l'intérieur, et même niveau pour l'acceptation. Donc, merde, je sais plus où est-ce que j'en étais. Euh, Est-ce que tu te souviens de la question? La question, oui, c'était par rapport à... Moi, je me rappelle plus de la question. Attends. Oh, Oui, niveau de la... est-ce que tu peux donner des exemples à quoi ça Oui. ressemble en addiction à l'énergie basse et Ouais. quand on est sorti de l'addiction à l'énergie basse? Bah voilà, donc c'est ça en fait les critères. Mm. C'est voilà, une sens d'évidence autour de ce que Mm. rayonne la personne, ce qu'on appelle son magnétisme, c'est-à-dire elle kiffe d'être elle-même, elle kiffe la vie, elle kiffe certains aspects de la vie, voire tous. Mm. Et c'est quelqu'un qui crée sa vie, c'est quelqu'un qui, comme du coup elle est branchée à ses vrais désirs, du coup c'est quelqu'un qui a envie d'honorer ses désirs et de vivre à partir de ça, c'est-à-dire c'est des désirs qui rendent heureux. Mm. Il y a les désirs pour remplir du vide et l'autre niveau de désir, c'est les désirs qui nous nourrissent de l'intérieur et qui amènent du plaisir. Donc moi c'est pour ça que j'adore coacher, donc c'est un vrai désir, donc c'est kiffant, ça m'amène du plaisir et de la satisfaction. Donc tu vas retrouver toujours ça dans les gens branchés à leur feu sacré. C'est pour ça que c'est en première, on va dire en premier chapitre des bouquins sur le marketing et l'entrepreneuriat, parce que c'est l'énergie de la fusée qui influence tout le reste en fait. Mm. Manager, coacher, c'est pareil ou pas? Ah non, non. Et je le vois pour moi et je le vois aussi pour les salariés qui managent les sous-traitants. Mm. Coacher, on est sur aider l'autre à vivre sa vie. Alors le manager aussi, Mhm. mais le coach a une obligation de moyens, le manager a plus une obligation de résultat. Mhm. C'est-à-dire que le manager, il a une direction commune avec les gens qui managent. Donc il doit inspirer l'idée, faire en sorte de créer un environnement, des conditions, etc. Putain, ça fait beaucoup de E. Donc le manager, il va dans une direction le plus possible, qui doit être une seule direction, avec les gens qui vont avec lui dans la même direction. Alors que le coach, il n'a pas à vouloir de direction pour l'autre. Au contraire, il est expert de savoir faire réfléchir l'autre et tout à son service, au service du client, pas au service du coach. Donc le coach a sa direction, le client a sa direction. Donc c'est c'est des relations complètement différentes. Et du coup, moi j'ai complètement confusionné les deux au début. J'ai mis beaucoup trop de coaching évidemment dans mes relations managériales. Donc du coup, c'est-à-dire que je lidais pas assez, je montrais pas assez la direction, c'est-à-dire où est-ce qu'on doit aller en termes d'épanouissement et de résultats. Et je faisais plutôt très bien réfléchir les autres, mais sauf que quand tu es manager, oui, faut aider les autres à réfléchir, mais il faut les emmener, il faut les embarquer, il faut les convaincre d'aller dans une direction qui est la direction du groupe. Donc non, c'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes compétences, même si les compétences du coaching en termes d'écoute, de savoir questionner, de savoir redonner du feedback, aident le manager à passer à un autre niveau. Parce qu'un manager qui reste que à dire il faut aller là, donc ça c'est l'ancien mode qui est un mode descendant. Bon bah ça c'est extrêmement limité en termes de performance régulière et durable. Mm. Yes. Pas du tout les mêmes métiers. Mm. Du coup, toi aujourd'hui justement, qu'est-ce que tu... Quelqu'un qui est sur cette étape-là, enfin, ou dans laquelle toi t'as été il y a quelque temps,
C'est-à-dire de passer de tout seul à l'équipe? Ouais, Non? voilà, Ouais. ouais. Et d'intégrer cette casquette aussi de manager, de leader, comme tu dis. Comment, enfin là, s'il y avait quelque chose sur lequel la personne devait se concentrer, ce serait quoi en fait? Ok. Si elle n'a pas d'expérience, il faut se former. Donc moi, par exemple, j'ai eu des clientes qui n'avaient aucune expérience en entreprise, qui Hmm. très vite ont créé leur entreprise, des gens très créatifs, etc. Et ils n'avaient pas du tout cette expérience-là d'avoir été managés et de manager. Et donc, du coup, bah, ils se sont formés. Maintenant, c'est des super managers, franchement. Donc, ça dépend. Donc si t'es pas formé, il faut se former. C'est comme l'entrepreneuriat, c'est trop contre-intuitif, ça se fait pas comme ça. Les gens, tu vas pas faire comme il y a 20 ans ou 30 ans avec, tu vois, des pressions ou des coups de gueule ou ce que je vais appeler des pushs émotionnels. Allez, on y va, on va là. Ouais, bon, ok, mais face aux enjeux actuels, face au niveau d'agilité qu'il faut pour être capable de changer de direction, de redéfinir sa direction en permanence, ça c'est voué à l'échec. Hmm. Donc, ouais, voilà ce que je dirais là-dessus. Le deuxième chose, donc le premier c'est se former. Qu'est-ce que je dirais sur le deuxième? Apprendre de l'expérience des autres. Donc Hmm. c'est vraiment euh, d'être dans des groupes de personnes où il y a des gens qui managent plus de gens ou qui les managent depuis plus longtemps. Peut-être le même nombre que toi, mais plus longtemps. Parce que du coup, voilà, il y a beaucoup d'enjeux. Des fois, on a besoin de choses humaines, d'apports humains. Des fois, on a besoin d'outils techniques pour la vie de l'équipe. Des fois, on a besoin de choses stratégiques et des fois, on a besoin des trois. Donc, première chose, c'est de se former. Deuxième chose, c'est d'appartenir à un cercle régulier. En fait, moi, c'est ça que j'appelle l'arme secrète, hein. On a un truc, on a créé, nous, une offre pour ça. C'est en fait d'apprendre à se créer un réseau sur mesure. C'est-à-dire que mon premier réflexe à moi, et évidemment beaucoup de mes clients, c'était déjà d'avoir compris, ok, investir sur soi, c'est la priorité, c'est extraordinaire, c'est ça qui produit les fruits, ok, on y va. Mais c'est juste insuffisant en fait. C'est-à-dire qu'au-delà de l'investissement sur soi, ce qui est décisif, c'est d'apprendre à se créer un réseau sur mesure, c'est-à-dire avec des gens qui vont pas faire que te soutenir, qui vont aussi te challenger, et un réseau de gens qui va aussi pas faire que te challenger, mais aussi te soutenir. Donc, tu vois, il Hmm. faut upgrader le niveau d'intelligence. Donc, c'est les deux choses que, voilà, tu peux pas rester tout seul si tu veux progresser en tant que manager. Ça, Hmm. un, il faut se former, et deux, il faut être vraiment dans des cercles de gens qui partagent les mêmes problématiques, qui partagent les mêmes défis ou des défis plus grands ou plus élevés. Ça, c'est vraiment indispensable. Hmm. Ok. C'est quoi ton prochain défi, là, Nicolas, pour 2021? Bah, c'est de passer un cap. Alors attends que je te dise pas de bêtises. Alors ouais, en fait, on a décidé d'être plus égoïste. Ouais. Donc comment? Moi, j'avais fait la stratégie donc j'ai plusieurs sociétés et c'était d'investir en fait à partir des sociétés, donc de faire de l'investissement, voilà, immobilier, tout ça. Pour l'instant, ça n'a pas avancé. Ouais. Donc c'était en fait ma sécurité financière, c'était de la créer à travers l'investissement professionnel. Et en fait pour plein de raisons, je change ça. Et donc la priorité, c'est que moi, en fait, je monte mon salaire. Donc voilà, on garde notre rythme. Alors pour l'instant, l'idée, c'était toujours, pour l'instant, on est à hauteur d'embaucher une personne tous les 6 mois. Mhm. Pour certains, ça va paraître beaucoup, pour d'autres, peu. Bon, voilà, donc je voudrais maintenir ce truc-là. Et ça serait effectivement de faire le premier achat immobilier pour l'entreprise, donc l'achat de murs professionnels. Donc je voyais justement un conseiller en patrimoine hier soir et du coup on se retrousse les manches et on avance avec ça. Ouais. Voilà. Ok. Après, ça va être toujours de s'éclater Hmm. le plus possible. Là, j'ai un ami qui me propose de fêter, je sais plus, ses 40 ans ou ses 50 ans en Australie sur un truc absolument génial. Donc, c'est
Le truc, c'est de préparer ça. C'est un ami que j'aime beaucoup, donc ça va être un moment fort, personnel. Voilà, et puis bah, après, toujours voilà, des objectifs perso, de vie affective, de vie familiale élargie. Donc c'est toujours de la croissance personnelle et professionnelle, c'est pas très original. Est-ce que, oui, donc ce qui serait assez excitant ou très excitant, c'est le voyage en Australie. Voilà, après, on s'amuse beaucoup avec ma chérie. Elle est. Moi, j'ai le goût de l'investissement, je m'amuse avec ça, et elle est douée pour ça. Donc, c'est un autre niveau. Il y a s'amuser, puis il y a être doué. Mais voilà, donc bah, je Mm. m'appuie sur Oui, bah, quelqu'un qui est doué. c'est ça. Pour s'amuser encore mieux. Voilà, c'est plutôt une forme d'intelligence. Ouais. Donc voilà, donc on Ok. fait nos petits trucs, Vous on s'amuse, amusez. on prend nos Vous risques, amusez. on assume. Ouais. Quand tu veux investir, faut être prêt à perdre. Donc Mm. bah, on est prêt à perdre. Donc C'est quoi le dernier voilà. truc, justement, que vous avez perdu? T'as perdu? Tu t'es Euh, dit, purée, là, Ouais, ça fait bah un peu mal. pour l'instant, donc comme je disais, je suis investisseur startup, donc c'est récent, ça fait 1 an, donc pour l'instant, bah, j'ai pas perdu d'argent. Ah Mm. ouais, si, alors oui, ça remonte à 3 4 ans maintenant, j'avais euh, investi quelque chose comme 2 000 € dans un espèce de marketing de réseau pourri, je sais plus comment ça s'appelait, un truc qui avait bien marché, je me rappelle plus le nom. Ok. Donc, bah voilà, donc ouais, là, je Mm. m'étais bien fait avoir comme il faut. Là, sur mes investissements, non, franchement, non, je dirais ça. Après, est-ce qu'il y a des investissements que j'ai perdus? Pas tellement, hein, franchement. Euh, non, je dirais pour l'instant, pas de gros investissements perdus. Sur les coachs et tout qu'on prend, on en prend des bons, donc c'est des bons investissements. Non, par contre, bah, les startups, on verra si Mm. dans 2 3 ans ça n'a pas produit. Donc là, j'ai investi et dans des startups et dans des licornes. Donc les licornes, c'est déjà des sociétés beaucoup plus matures économiquement et structurellement. Et du coup, on verra si. Parce qu'en fait, la licorne par rapport à la startup, c'est que la licorne, elle est déjà beaucoup développée. Et que du coup, en investissant dans une licorne, le but, c'est qu'on sait qu'on va éventuellement récupérer moins, mais plus vite. Mm. Alors, on verra. Donc là, il faut attendre. Je suis trop jeune de ce côté-là. Je reviendrai dans 2 ans Ouais, pour te... ouais, c'est ça. On fera un Un bon autre. point. Non, mais c'est Ça vrai. fera un point. C'est intéressant, moi ça m'intéresse. Ouais. Ok. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose pour conclure cet échange, cet entretien entre nous là, qui a duré une bonne heure hein, déjà? Je vais revenir au point de départ, Ouais. c'est-à-dire c'est sur le mode d'emploi de l'humain. Enfin, je veux dire, moi, ça a tellement changé ma vie de rebrancher mon feu sacré que euh, bah, ça a tout changé en fait. Donc voilà, c'est plus une invitation à regarder ce côté-là. Ouais, j'ai pas vraiment de phrase. Si, j'ai envie si, peut-être de. Ça, c'est un vrai truc, surtout que là, voilà, je faisais mon prochain investissement en coaching pour 2021, en coaching business, là, c'était ce matin. Mhm. Et donc, en fait, les investissements, on est enfin, autour de le rapport entre une décision difficile ou dure à prendre, peut-être des fois c'est financier, mais qu'en fait, je vois que plus tu prends des décisions difficiles, plus tu as des résultats confortables. Et que plus tu prends des petites décisions, tu vois, qui sont pas difficiles, en fait, tu te retrouves avec des résultats inconfortables parce que tout le monde Mhm. est capable d'accumuler les petites décisions non douloureuses. Donc à un moment, être capable de, enfin pas un moment, tout le temps, de se regarder toujours plus en face, de regarder éventuellement toujours ce qui nous fait peur, des fois savoir se mettre en insécurité, mais d'anticiper ou de comprendre et de ne pas se raconter d'histoire sur les conséquences de nos décisions. Et donc ça c'est oui alors si s'il y a un cadeau c'est comment décision difficile résultat confortable
décision facile, résultat inconfortable. Il y a une corrélation entre les deux. Dans le sport de haut niveau, c'est très clair. Tu joues contre des gens qui sont déjà très bons ou brillantissimes. Mhm. Et que donc du coup, c'est des fois, très souvent, les décisions difficiles que tu vas prendre au moment où tu les attends pas qui vont créer le résultat. Donc si je peux laisser ça, l'entrepreneuriat justement dans le contre-intuitif, on est dans les décisions difficiles à prendre régulièrement où du coup on se muscle et que et que du coup ça donne des résultats confortables. Mhm. Donc ça, Ok. c'est applicable si vous avez des décisions difficiles. Peut-être au début, en fait, ça fait monter l'intensité et on n'est pas habitué. Mais en fait, c'est quelque chose qui va de plus en plus se muscler, sur lequel on va devenir de plus en plus à l'aise et qui crée beaucoup plus notre vie sur mesure après. Mhm. Parce qu'on n'accepte pas les merdes, on n'accepte pas des trucs qui nous honorent pas profondément. Et donc, forcément, à l'arrivée, quand tu multiplies les décisions comme ça, bah, évidemment que tu n'as pas la même vie. Évidemment. Merci Nicolas. Merci à toi. Tous les liens, je les mettrai en dessous de la vidéo. Vous les retrouverez très prochainement. Merci. Bye bye.